C'est parti, capsule 122. Donc, on va parler un petit peu de contrefactuel et d'analyse causale. Donc, on va avoir des données d'observation et on va essayer de voir est-ce que je peux avoir un raisonnement causal là-dessus. Donc, essayer de faire comme si c'était une quasi-expérience en fait. Qu'est-ce qui se serait passé si. Donc, ça, c'est la notion de contrefactuel. Donc, est-ce que je pourrais trouver un contrefactuel à ce que j'observe. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, je partage mon écran, comme toujours. Hop, pardon. Ok, donc on est sur ces problématiques de contrefactuel. Donc je vais juste formaliser un petit peu ça, donc ce que j'appelle les maths de l'inférence causale. Donc juste pour qu'on formalise un petit peu le problème. Donc on a une expérience qui a été menée. Donc c'est pas une expérience contrôlée, d'accord. C'est juste qu'on va avoir deux groupes sur les, enfin, pour être contrôlé ou pas, mais en l'occurrence les exemples que je vous montrerai euh, ne sont pas contrôlés. Donc, on a des individus qui sont de deux types. Okay, soit ils ont eu un traitement, soit ils n'ont pas eu le traitement. Donc, j'utilise la terminologie classique euh, en médecine. Donc, repenser au test enfin, à l'histoire de la polio, hein, la vaccination de la polio. Donc, il y a les personnes qui ont été traitées, les personnes qui ont eu le vaccin, et les personnes qui avaient eu un placebo. Okay. Donc là, ça va être la même chose, c'est que je me pose une question. Est-ce que augmenter la taille des classes va avoir un effet? Il y aura le groupe traité, qui est ceux pour lesquels il y a eu plus d'enfants dans les classes, et ceux qui ne sont pas traités. Okay. Donc ça ne veut pas dire que j'ai fait forcément une expérience que je contrôle, c'est juste que j'ai deux groupes et je me pose des questions. Donc on va observer une variable en sortie. Donc là, on aura une variable d'intérêt. Donc par exemple, dans le cas scolaire, assez souvent, on va regarder les résultats des élèves à un test, okay, un test commun à tous. Donc Y, ce sera ma variable outcome de sortie. Okay. Et j'ai des variables explicatives. Donc les variables explicatives, ça va être important parce qu'on va essayer de contrôler pour savoir si jamais les groupes sont identiques. Okay. Comme je ne fais pas de contrôle, okay, comme je ne dis pas, on va prendre des populations totalement différentes et puis on va regarder, ce que j'avais fait quand je vous avais parlé de la polio, on avait pris n'importe qui dans la population, puis c'était randomisé, donc je pouvais parfaitement comparer mes deux groupes. Là, le problème, c'est que je ne contrôle pas. Donc ça se trouve, les groupes qui ont fait l'expérience, pour lesquels les classes sont plus nombreuses, peut-être qu'ils ont une population différente. Donc un exemple classique serait de dire, je vais prendre deux commissions scolaires, je vais prendre la commission scolaire de Laval, la commission scolaire de Montréal. Si jamais les deux ont des politiques différentes, je peux m'amuser à comparer les deux. Le problème, c'est que mes groupes n'ont pas été randomisés. Donc, comment est-ce que je vais corriger ça? Je vais corriger ça par les variables explicatives et me dire, si jamais j'ai un effet richesse, par exemple, donc supposons qu'on ait plus de richesse à Montréal qu'à Laval, dans ces cas-là, je vais peut-être trouver des écoles qui auraient les mêmes niveaux de richesse moyens. Dans ces cas, je pourrais me dire, j'ai peut-être un contrefactuel pour l'un ou pour l'autre. Okay. Donc, l'idée, c'est que les variables explicatives vont avoir un intérêt pour pouvoir créer des contrefactuels. Donc, on a cette variable Y, et la question de fond qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si le traitement était appliqué? Okay. Ou qu'est-ce qui se passe si jamais le traitement n'était pas appliqué? Donc, on voudrait pouvoir, donc c'est ce qu'on va noter Y1 et Y0. Okay. Y1, c'est que j'ai traité, Y0, c'est que je n'ai pas traité. Dans un monde idéal, ce qu'on voudrait, et on reviendra sur les méthodes de régression par la suite, mais on voudrait pouvoir comprendre la différence entre les deux en fonction des variables explicatives. Okay. Qui est-ce qui réagit le mieux à un traitement? Alors, on pouvait penser aussi à des approches de marketing. Quoi. Qui est-ce qui va m'acheter mon produit? Est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées qui vivent seules? Est-ce que ce sont plutôt des personnes en couple jeunes? Ce genre de choses. Le problème, c'est que soit je fais partie d'un groupe, soit je fais partie de l'autre. Okay, soit j'ai été traité, soit je n'ai pas été traité. Donc, au niveau de ma base de données, ça se présente exactement comme la forme qui se trouve là. Okay. J'ai ma variable Y, ou plutôt j'ai mes deux niveaux de variable Y, traité, non traité. J'ai mes variables explicatives, puis entre les deux, j'ai mis le traitement. Okay. Et le problème, c'est le fait que mes données sont manquantes. Okay. C'est qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, donc j'ai fait un traitement, j'observerai que Y1. Si jamais je ne fais pas le traitement, j'observerai que Y0. Okay. Donc le problème, c'est que nos données sont manquantes et dans un modèle causal, ce qu'on veut mesurer, c'est l'effet. C'est la différence entre les deux. Okay. Donc ce que je veux savoir, c'est quelle est la vraie différence entre avoir un traitement et ne pas avoir de traitement. Et ça n'existe pas dans mes données. J'ai jamais cette différence-là. Donc il va falloir qu'on bricole un petit peu pour pouvoir formaliser un petit peu, en tout cas, ce problème-là. Okay. Donc le problème, il est là. C'est le fait que je veux mesurer une différence entre deux objets dont je ne mesure jamais les deux. J'en ai toujours un sur les deux qui est observé.
Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, alors là aussi, on reviendra sur ces problématiques d'espérance, mais quand on veut regarder quelque chose qui est fondamentalement aléatoire, on va regarder soit sa distribution, mais sa distribution c'est compliqué. Ok, la distribution, ça peut être, pense à un histogramme. Ok, donc je voudrais voir la distribution de mon Y, ou la différence plutôt entre mon traitement et mon non-traitement sur ma variable Y. Mais assez souvent, on va simplifier ça par un indicateur. Donc, je vous présenterai les différents indicateurs classiques qui sont l'espérance, la variance, ou toutes sortes d'indices basés sur la dispersion, par exemple, en particulier dans le cas des mesures d'inégalité. Okay. Donc là, je vais me contenter d'un truc très simple qui est juste d'avoir l'effet moyen. Okay. Qu'est-ce que je peux m'attendre à avoir si jamais j'applique le traitement versus pas appliquer le traitement? Donc, c'est juste cet effet moyen qui est l'espérance de Y1 moins Y0. Okay. Donc, idéalement, on voudrait prendre la version empirique. Okay. Quand vous avez une espérance, donc c'est la valeur moyenne, dans ces cas-là, on prend nos données et on prend la moyenne sur nos données. Donc, c'est la différence qu'on observe sur nos données entre ce que j'observe avec le traitement, ce que j'observe sans traitement. Mais le problème, c'est que cette grandeur, je ne peux pas l'avoir facilement parce que, encore une fois, je n'ai pas dans mes données, je ne peux même pas estimer cette grandeur-là. D'accord. Donc, on se doute que cet estimateur, cette moyenne sera un bon proxy du traitement moyen, okay, mais je ne peux même pas calculer cette grandeur-là. Donc, on peut faire des hypothèses, par exemple, c'est de se dire, le couple des deux est indépendant du traitement. Ce qui revient à supposer en fait que j'ai un traitement aléatoire. En fait. Okay. Dans ces cas-là, si j'ai un traitement aléatoire, il n'y a pas de souci, je peux me contenter de prendre les moyennes. Donc, je prends la moyenne des personnes qui ont subi le traitement, des personnes qui n'ont pas subi le traitement, et j'ai un estimateur de ma différence entre les deux. Okay. Donc, je prends la moyenne, c'était le plus simple sur l'autre, je prends la moyenne des personnes qui ont été traitées, la moyenne des effets pour les personnes non traitées, et cette différence entre les deux me donne un bon estimateur, et en tout cas, ça me donne un estimateur sans biais de la grandeur qui m'intéresse. D'accord. Donc, si jamais je fais cette hypothèse énorme, qui est que la distribution est indépendante du traitement, on a un bon estimateur, mais on se doute que ce n'est pas très réaliste d'avoir cette hypothèse-là. Donc, on peut le simplifier un tout petit peu, en particulier quand on suppose qu'on a des variables explicatives. Donc, les variables explicatives, l'idée, ça va être de dire, repenser à cette histoire de marketing, qui est-ce qui achète mon produit. Je n'ai pas envie d'avoir un effet moyen, ça ne m'intéresse pas forcément de savoir, oui, ok, en moyenne, aller chercher les gens et aller faire du porte-à-porte, ça marche bien. Oui, mais ça marche bien auprès de qui? Okay, donc, ce qu'on veut plutôt essayer de savoir, c'est qui est-ce qu'il faut cibler. Ok, avoir des tailles plus gros, des tailles de classe plus grosses, c'est bien, mais ça peut mieux pour qui? Est-ce que c'est mieux pour les populations dans lesquelles les enfants sont peut-être bilingues, des populations dans lesquelles les enfants sont plus riches, ou les parents sont plus riches ou plus pauvres? Quel est le contexte? Est-ce que ça marche mieux pour les personnes, pour les enfants qui sont pas les aînés dans leur famille, par exemple? Okay. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'effets qui font que, là encore, je vous renvoie à l'histoire du paradoxe de Simpson, hein, mais qu'est-ce qui fait que cette différence, elle a du sens? Okay. Peut-être que globalement, je peux ne pas observer de sens, mais c'est juste que pour certaines catégories, ça peut en avoir. Donc, on va essayer d'aller chercher un effet local, c'est-à-dire essayer d'identifier les catégories sur lesquelles l'effet sera vraiment important. D'accord. Donc là, on va faire des hypothèses qui sont un petit peu plus fortes et ça va introduire une grandeur qui est relativement importante, c'est le score de propensity score, okay, qui est la probabilité d'avoir été traité, donc de faire partie de la catégorie qui a subi le traitement, conditionnellement à ces variables explicatives. Okay. Donc là, on peut repenser à notre histoire de marketing. Quelle est la probabilité d'avoir été sollicité des personnes plus âgées qui vivaient seules ou des personnes en couple plus jeunes? Okay. Si jamais on arrive à avoir un ordre de grandeur de cette grandeur-là, et ce n'est pas simple, okay, dans ces cas-là, je peux corriger mon estimateur et récupérer quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, qui est la même forme que tout à l'heure. La seule chose, c'est que je pondère par mes probabilités d'aller chercher certaines personnes. Donc, c'est la probabilité d'aller traiter certaines catégories. Donc, je peux corriger. Okay. Donc, je renvoie là aussi à plusieurs papiers qui reviennent sur l'importance de ce propensity score quand on est sur des données observationnelles pour essayer de corriger le biais de sélection. Okay. Donc, c'est vraiment l'idée que je ne peux pas faire d'expérience. Je me contente d'avoir des observations sur lesquelles il y a eu 2 traitements qui ont été faits, mais ce n'est pas moi qui les ai faits et ça n'a pas été fait de manière aléatoire. Donc, je peux corriger de cet effet qu'on pourrait appeler un biais de sélection pour avoir des choses, des indicateurs qui ont du sens. Okay. Je vais reprendre un exemple, peut-être pour illustrer un petit peu tout ça, sur cette recherche de contrefactuel. C'était un papier qui était paru en 1994, qui était sur l'impact du salaire minimum sur l'emploi, okay, qui est une étude qui date un petit peu, hein, c'était il y a une trentaine d'années. Donc, dans le New Jersey, ils voulaient augmenter le salaire minimum.
Okay, donc la question, c'est est-ce que c'est bénéfique pour l'emploi? D'accord, donc il a fallu. Donc l'idée était de dire, bah, je ne veux pas faire une expérience randomisée, je ne veux pas dire certaines personnes vont avoir une augmentation de salaire ou certaines entreprises vont avoir une augmentation de salaire et pas d'autres. Okay, donc ce n'était pas possible. Donc massivement, l'État a dit, je vais augmenter les salaires minimums, mais j'ai envie de voir l'effet que ça a. J'ai envie de quantifier l'effet que ça a. Okay, donc je n'ai pas envie de me comparer par rapport à un autre État pour lesquels j'aurais des différences structurelles profondes. Je vais essayer de me trouver peut-être éventuellement un État qui soit proche. Okay, donc, première idée, ça a été d'aller voir de mémoire en Pennsylvanie, je crois, un- pour avoir un contrefactuel. Okay, donc, on avait un État qui n'a pas appliqué justement de hausse de salaire minimum, et il a fallu collecter des données. Donc, ce qui a été fait, c'est de travailler sur des données qui existaient dans dans, dans, dans l'alimentation de fast-food. Donc, on avait plusieurs restaurants qui étaient à la fois au New Jersey et en Pennsylvanie, et on a pu observer les salaires avant le traitement, après. Okay. Donc là, c'est un traitement temporel, donc on va pouvoir avoir le avant, le après dans le groupe de contrôle et dans le non-groupe de contrôle. Okay. Et essayer de voir si jamais les différences, elles ont du sens. Et on va voir, encore une fois, le design, il est peut-être un peu tordu, mais ce qu'on va faire au final, d'un point de vue mathématique, c'est très simple, c'est juste des règles de 3. C'est juste se demander est-ce que les variations, elles ont du sens et je peux les comparer entre elles. C'est regarder des vecteurs. Donc, c'est vraiment très, très simple d'un point de vue mathématique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la philosophie de design, elle est importante. Okay, donc, les données qu'on va utiliser, elles sont très claires et elles ont plein de sens. C'est vraiment de se dire, je vais collecter des données qui sont homogènes. Donc, on va comparer, je ne vais pas m'amuser à comparer l'impact dans deux secteurs totalement différents. Okay, ça n'aurait pas de sens. Donc, on va se contenter de quelque chose qui est très proche dans deux États, un qui appliquait le traitement, l'autre qui ne l'applique pas, mais on reste sur des choses homogènes. Okay, donc, on voit que l'expérience, en tout cas, est bien tentée. Okay, donc, je vous montre les graphiques qui avaient été obtenus. Je les ai remis dans un petit tableau. Okay, donc, on a plusieurs infos. Okay, donc, on peut regarder la valeur du salaire minimum. Donc, dans le New Jersey, avant la réforme, on était à 4,61 $ par heure. Après la réforme, on passe à 5,08 $. En Pennsylvanie, on était à 4,65, on passe à 4,61. On regarde la proportion de personnes qui est en dessous des 5,50 $. Donc, en particulier, ça tient compte d'une espèce de temps partiel. Okay. Les personnes à temps partiel, c'est un peu plus compliqué d'intégrer ce salaire minimum. Mais la question, c'est quel est l'effet réel de cette hausse du salaire minimum sur l'emploi dans le New Jersey, puis c'était dans cet État que l'expérience avait été menée. Donc, on a une grandeur qui va s'appeler la difference in difference. Donc, c'est la différence dans les différences. Donc, on va regarder la variation. Donc, c'est vraiment ce mécanisme à la fois en temps et entre les deux groupes qu'on va mesurer. Okay. Donc, je regarde la différence en temps entre avant et après, et je fais ensuite une différence de ces différences. Okay. Donc, c'est vraiment ce qu'on observe ici. Donc, par exemple, je vais prendre donc ici, on s'intéresse plutôt à des niveaux de temps partiel et de temps complet. Okay. Donc, on va regarder donc, les différences avant et après dans le groupe de traitement, la différence avant-après dans le groupe de contrôle et regarder la différence entre ces différences. Okay, donc ça, c'est une grandeur assez classique quand on va faire l'analyse causale et se demander est-ce que cette différence des différences, elle est significative. Okay. J'utilise beaucoup le terme significatif alors que je ne l'ai jamais vraiment défini, mais on le verra un petit peu plus tard. Donc c'est très lié à des notions d'incertitude, donc je vais être obligé de faire un petit peu de rappel de proba pour essayer de revenir sur ce que veut dire cette significativité. Okay. Puis encore une fois, on a un échantillon qui est très restreint, on est juste sur certaines branches de restaurants. Donc voilà, il y a un problème d'échantillonnage. Je vais vous montrer sur un dessin ce que ça veut dire. Donc ici, on est sur la population qui est en dessous de 5,50 $. Okay. Donc on a la population New Jersey, Pennsylvanie, okay, avant le traitement et après. Et donc ce qu'on se dit, c'est que ce qu'on va mesurer, donc c'est la difference in difference, donc la différence dans les différences qui va se trouver ici. Donc ça consiste à dire, en Pennsylvanie, on a augmenté un tout petit peu. Okay. Donc, dans notre groupe de contrôle, on avait augmenté un tout petit peu. Dans notre groupe sur lequel on fait le traitement, on a baissé fortement. Mais on va corriger du fait que si jamais on n'avait pas eu ce traitement, on aurait dû suivre le même trend que celui qu'on observait en Pennsylvanie.
Donc la vraie différence, ce n'est pas la différence que j'observe au départ, ce n'est pas uniquement la première différence. Donc, si je reviens sur mon slide précédent, ce n'est pas uniquement cette différence-là. Okay, donc, ce n'est pas la différence avant et après, c'est la différence et après corrigée de ce qui s'était passé dans notre groupe de contrôle. D'accord. Donc, le groupe de contrôle, il est là juste pour tenir compte d'un trend temporel qu'on pourrait avoir dans nos données. Voilà. Donc, ce qu'on observe, c'est que c'est comme ça que je vais pouvoir quantifier ce niveau. Okay. Donc là, c'est la proportion des personnes qui sont en dessous de 5,50 $. Okay. Donc, on voit qu'on a un effet causal qui est très important, puisqu'on passe quasiment de 90% à zéro. Peut-être plus intéressant, c'est la proportion des personnes donc, full-time. Okay. Donc, quelle est l'influence que ça a eu sur le travail à temps complet. Okay. Donc, on est dans la grande restauration, donc il y a beaucoup de travail à temps partiel. Ce qu'on observe, c'est que dans le New Jersey, ça a fait augmenter le travail à temps complet, mais l'effet que ça a eu, l'effet réel, il est beaucoup plus important que ça, parce que ce qu'on a observé en Pennsylvanie, c'est qu'il y a eu une chute énorme de 35 à 30% entre les 2 années. Okay. Donc, si jamais le New Jersey avait suivi cette tendance, on aurait une courbe qui serait parallèle. Donc, on devrait avoir la même différence ici que là. Okay. Donc, là, c'est là qu'on aurait dû se trouver compte tenu du contrefactuel qu'on a. Donc, si on n'avait pas fait de traitement, on aurait dû se trouver ici. En faisant le traitement, on se trouve là. Et donc, l'effet causal, il est observé ici. Donc, c'est la différence entre les différences entre mon traitement versus avant et une correction pour tenir compte de l'effet sur notre contrefactuel qui est l'état voisin. Okay. Donc, les mesures d'effets causaux sont importantes et sont compliquées parce qu'il va falloir à chaque fois avoir un contrefactuel, donc qu'il soit quelque chose qui soit comparable pour pouvoir observer des choses. Donc là, c'est les notions de différence en différence. Il y a quelque chose qui marche aussi beaucoup, c'est les notions de regression discontinuity. Okay. Donc là encore, je n'ai pas encore fait les capsules sur la régression, mais on les verra dans une semaine. Okay. La notion de régression de discontinuité, c'est de se dire peut-être qu'en fait, mon groupe de test, je peux le définir à partir d'un seuil. Okay. Et ça arrive assez souvent, par exemple pour des attributions de bourse. Donc l'exemple que je vous mets ici, c'est est-ce que l'attribution de bourse a un effet sur les résultats des étudiants après. Donc, quand vous obtenez un college scholarship, est-ce que vous avez les meilleurs résultats que si vous ne les observez pas? Okay. Est-ce que les résultats sont bons parce que si jamais vous avez obtenu les scholarships, vous étiez meilleur? Ou est-ce que c'est parce que fondamentalement, il y a une différence? Donc, est-ce que ça vous donne un coup de pouce? Okay. Je pense que le problème, il est assez simple. Hein, et c'est toujours la même chose. C'est est-ce que on peut se poser la même question dans le monde universitaire. Est-ce que les gens qui publient, il y a beaucoup de gens qui publient beaucoup dans les bonnes universités, mais est-ce qu'ils publient beaucoup parce que ce sont dans les bonnes universités, ou est-ce que c'est parce que les bonnes universités recrutent les personnes qui sont meilleures et donc qui de facto produisent plus? Donc, c'est quoi l'effet réel d'être dans une bonne université sur la publication? Okay. Donc, c'est exactement le même genre de question où on essaie d'extraire un effet pour voir l'effet réel que ça va avoir. Okay. Donc, l'histoire des régressions de discontinuité, ça va être de dire, il y a peut-être que dans certains cas, et ça va être typiquement le cas de cet exemple sur les bourses, parce qu'en fait, les bourses ont été indexées sur le score, le SAT. Donc, on a ce niveau, et en dessous d'un certain seuil, on n'avait pas la bourse, et au-dessus, on l'avait. D'accord. Et comment est-ce que je peux mesurer un effet? On va se placer juste à la frontière. Si jamais les personnes qui étaient juste avant ont des résultats moins bons que les personnes qui étaient juste après, c'est qu'il y a un effet de cette bourse. Okay. C'est que fondamentalement, leur niveau, on peut dire qu'il était équivalent. Okay. Donc, si jamais j'ai un niveau qui est plus élevé, dans ces cas-là, la différence, elle va s'observer de par l'attribution de la bourse. Donc, je vais pouvoir expliquer et quantifier l'effet de l'attribution de la bourse sur les résultats des étudiants. Okay. Donc, pour ça, encore une fois, il faut collecter toutes les données, il faut avoir des choses qui soient propres. Il faut vraiment ne pas juste avoir la bourse, pas la bourse. Résultats scolaires versus résultats scolaires, enfin, les résultats scolaires et l'attribution de la bourse. Il va falloir en plus avoir les résultats du SAT pour savoir exactement où je me plaçais, pour pouvoir avoir quelque part notre contrefactuel et de se dire, OK, avoir la bourse, mais être dans les plus mauvais, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir les comparer avec ceux qui n'ont pas eu la bourse, mais qui étaient les meilleurs. Okay. Donc, on a ce design qui est le design à gauche. Donc, j'ai ma variable X qui va être le score qu'on observe ici. Okay. J'ai mon traitement. Donc, mon traitement, il est associé à cette rupture. Donc, si jamais je suis au-dessus, j'ai la bourse. En dessous, je ne l'ai pas. Okay.
Et l'outcome, alors en l'occurrence, ce n'est pas les résultats l'année d'après, c'est plutôt est-ce que ça a un résultat sur le salaire qu'on gagne ensuite. Okay, donc j'ai ma variable Y. Mais peu importe, encore une fois, je suis là plutôt pour expliquer la méthodologie que le résultat de l'étude. Okay. Donc j'observe ma variable Y et ce qu'on observe, c'est ces graphiques qui sont à droite et qui nous montrent très clairement qu'on a une différence. Donc je peux vous montrer sur un petit exemple un peu schématique. On va avoir des données. Donc j'ai mes données en X. Donc ici, j'ai éventuellement mon score. Ici, j'ai ma variable de traitement. Donc je suis à 0 quand je suis à gauche de mon score. Donc j'ai mis un score à 100 pour normaliser. Okay. Donc avant 100, je n'ai pas de traitement. Après 100, j'ai un traitement à 1. Okay. Et j'observe mon outcome Y. Et la différence, c'est quel est l'impact réel d'avoir attribué cette bourse. Donc l'idée classique, c'est de faire donc, cette regression discontinuity. Donc on va faire 2 régressions. On va faire la régression à gauche. Donc la régression, ça veut dire qu'on va essayer de trouver une tendance, parce qu'on se doute que les résultats ou les revenus sont croissants avec la note. Donc, meilleurs les élèves sont, meilleur sera leur salaire ou meilleure sera leur note. Donc on a quelque chose qui est effectivement croissant ici. Okay. Je fais la même chose sur ma partie de droite, donc pour les personnes qui avaient un score plus élevé. Et ce que je vais avoir, c'est que la différence entre... Si jamais il n'y avait pas eu ce traitement, je devrais supposer que j'ai quelque chose de linéaire. Okay. Donc ça aussi, on reviendra quand on fera du lissage en particulier sur le fait que fondamentalement, on suppose que beaucoup de grandeurs, quand on ne fait pas de traitement, sont continues. Okay. Et donc mesurer la différence, ça va me donner très exactement l'effet que va avoir ce traitement. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questionnements après de est-ce que finalement c'est bien de faire une régression linéaire, est-ce que je peux faire mieux. Okay. Je renvoie pas mal de choses, puis je vais avoir un slide après pour mettre un petit peu la lumière sur le fait que c'est potentiellement dangereux de faire des régressions non linéaires, mais on a cet effet-là. D'accord. Donc la différence entre les deux prévisions, juste avant, juste après, va me donner l'effet réel que j'attends de ma variable de traitement, qui est ici l'attribution de ma bourse. Okay. Sur cette histoire de regression discontinuity, il faut faire là aussi très attention, c'est j'avais parlé un petit peu de p-hacking la dernière fois dans la dernière capsule, mais on va la retrouver partout. Quand on a des données, c'est facile de tricher. Quand on veut montrer un effet, on va tout faire pour l'avoir. Ici, c'est un exemple qui avait été relevé par Andrew Gell-Mann, donc je renvoie vers son papier ou son blog, je ne sais plus dans quoi il en avait parlé. Et donc, c'était des données qui avaient été observées sur les espérances de vie autour du fleuve, de la rivière Wye. Et donc, on avait cette espèce de rupture. Donc, est-ce qu'on était plus au nord ou plus au sud? Et on se demandait est-ce qu'il y a une rupture entre si jamais on est au nord ou au sud du fleuve. Okay. Et il y avait très peu de données. Et ce qui a été proposé, c'était des régressions paraboliques, donc quadratiques. Le problème, c'est que dès qu'on commence à changer les types de régression, on observe autre chose. Donc, en prenant des régressions linéaires, on n'observait pas d'effet. En prenant une régression quadratique, on en observe une. Et donc, après, on publie un effet en disant qu'il y a un effet significatif. Okay. Donc, là encore, la significativité, elle est observée ici. Enfin, c'est des intervalles de confiance et ce genre de choses. Donc, il faut faire quand même très attention quand les gens font des régressions de discontinuité. C'est que c'est assez facile, en fait, de tricher pour observer des effets. Okay, je vous ai mis pas mal de liens pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur ces problèmes de... Encore une fois, ces études de causalité sur lesquelles j'ai envie de comparer un traitement versus un non-traitement, dans lesquelles je ne peux pas faire d'expérience randomisée. Okay, donc, je ne peux pas créer un groupe de tests, un groupe un groupe de contrôle. Okay. Donc, on va se contenter d'observation, puis on va essayer de faire des choses. Il y a quand même des cas pour lesquels il y a eu des expériences de fait, donc en particulier sur les CV. Est-ce que le fait de s'appeler Lakisha ou Jamal nous rend moins employable que Emily ou Greg? Donc là, il y a des expériences qui avaient été faites, mais encore une fois, c'est compliqué parce que quand donc c'était des interviews par téléphone. Donc quand la personne appelait, les personnes ne parlaient pas de la même manière, il n'y avait pas les mêmes mots qui étaient utilisés. Enfin, voilà, c'est compliqué de contrôler ce genre d'expérience, mais c'est ce genre de questions qu'on va retrouver de manière récurrente. Je renvoie aussi sur les regression discontinuity sur est-ce que c'est mieux d'aller de se faire soigner à l'hôpital ou chez soi quand on s'est fait opérer, et ce genre d'interrogation. Okay, je vous renvoie vers pas mal de livres. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis ces derniers temps sur les problèmes d'analyse causale qui reprennent beaucoup de choses. Et il faut vraiment garder en tête que ce qu'on fera essentiellement, encore une fois, l'analyse causale, j'en parle au tout début parce que c'est un problème qu'il vaut mieux avoir en tête et que ça va être important. Les outils qu'on utilise sont des outils de régression.
Okay, c'est juste qu'on va adapter les outils de régression dans un design un peu particulier. Donc moi, je parlerai beaucoup de régression par la suite. Ce qu'on se contentera, c'est de mesurer des corrélations. Mais il faut aller à une étape d'après, il faut monter un échelon dans l'échelle quand on veut faire de l'analyse causale. Okay, donc on passera beaucoup de temps sur ce premier niveau de l'échelle, tel que je l'avais défini dans les slides 1 à 1 d'analyse causale. Mais voilà, gardez en tête que assez souvent, c'est une étape vers la partie d'après. Donc l'intelligence artificielle se limite à cette partie 1 à 1. Okay. L'analyse causale, c'est l'étape d'après, mais là, je vous donne un petit peu les clés pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on passe de quelque chose, d'une corrélation à un mécanisme causal. Okay. Donc je m'arrête là pour maintenant et on se retrouve pour d'autres capsules bientôt.